Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Seuls 54% des 16-25 ans sont capables de donner la date de la Révolution française. Ils sont encore bien moins à pouvoir situer précisément la chute du mur de Berlin. Le dernier sondage OpinionWay fustige le niveau des élèves en histoire. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce inédit? On en parle avec nos invités dans quelques instants. 100 000 jeunes de moins de 20 ans seraient atteints d'un trouble du spectre autistique. Alors comment les aider à maintenir une scolarité plus fluide et surtout dans de bonnes conditions? On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau vous expliquera comment le maillot de foot est devenu un véritable accessoire de mode. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec la ville de Paris qui suspend sa subvention annuelle de d'1 300 000 € au lycée privé catholique Stanislas. Une décision qui fait suite au rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale qui révèle que l'établissement ne respecte pas son contrat avec l'État en organisant par exemple des cours de catéchisme et des messes imposées à tous les élèves. L'enquête fait également état de propos homophobes et anti-avortement ainsi que de comportements sexiste dans la pédagogie qui est proposée aux élèves. Il s'agit donc d'une suspension provisoire de cette subvention en attendant des clarifications sur le plan d'action demandé à l'établissement par l'État. Ce sont 15 mesures que le lycée Stanislas va devoir mettre en œuvre. De leur côté, des élus communistes ont également appelé à ce que les subventions, mais cette fois de la région Île-de-France, soient également retirées. C'est l'équivalent d'1 800 000 € annuels. Et certains syndicats de l'éducation nationale exigent même la fin totale des subventions de l'État vers tous les établissements du privé. Et donc, au cœur de ce débat provoqué par les propos d'Amélie Oudéa-Castéra lors de sa prise de fonction, Barbara Lefebvre est claire pour cette enseignante et essayiste. Si l'État renforçait l'autorité de l'école publique, eh bien les parents ne choisiraient pas le privé. On l'écoute. Les gens s'en vont de l'école publique à cause des fréquentations, à cause de l'indiscipline, à cause du fait que 4 élèves dans une classe vous foutent en l'air une classe. C'est tout. Et que vous avez une administration qui, même quand elle essaie de faire quelque chose, est systématiquement dénoncée par la hiérarchie. Et les profs et les parents qui sont de plus en plus procéduriers et qui couvrent leurs enfants, y compris quand ils nous pourrissent la vie et quand ils nous parlent mal. Les parents couvrent et viennent ensuite faire du chantage à l'administration. Vous avez heureusement des administrations qui tiennent bon. Cette année, je suis dans un collège où l'administration tient bon. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, je vous dis, si l'école publique est remise sur les rails avec des enseignants formés, exigeants, qu'on nous donne les moyens de travailler et que sur les 23% donnés à l'école publique, même à l'école privée, on nous en redonnait à nous 10%, ça servira à financer plus de surveillants, plus de CPE et des profs mieux formés. Et que dans le privé, ils payent un petit peu plus, voyez. Moi, je vous dis, il y aurait moins de fuites de l'école publique. Et on a appris en milieu d'après-midi qu'Amélie Oudéa-Castéra avait demandé à être dessaisie du dossier concernant l'enquête justement sur le lycée privé Stanislas. Vous savez que ces 3 enfants, ils sont scolarisés. Elle souhaite donc éviter les accusations de conflit d'intérêts flagrants. Cette affaire sera désormais directement traitée par les services du Premier ministre. Direction Nancy maintenant, où des élèves de CE2 sont tombés sur des images pornographiques en utilisant des tablettes pédagogiques. Oui, c'était lors d'une séance de travail en groupe tout à fait banale que ces élèves de 8 à 9 ans manipulaient des tablettes, propriété de l'école et support de cours habituel lorsqu'ils ont vu donc des images pornographiques. Je vous propose d'écouter le témoignage de Yannick Ekel. C'est le père d'une élève qui s'est effondrée en larmes à la fin de journée en lui racontant ce qu'elle avait vu. Il a porté plainte en lien avec d'autres parents. En fait, je suis allé chercher ma fille le soir à l'école et elle m'a dit « Papa, il faut que je te parle, j'attends d'être dans la voiture ». Et arrivée dans la voiture, c'est là qu'elle m'a raconté les faits, en fait. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu des personnes faire l'amour. Je passe les détails crus, évidemment. Elle s'est mise à pleurer, elle a culpabilisé. Elle m'a dit « J'ai fait une bêtise, je suis traumatisée, j'en peux plus ». Le père de famille a alors immédiatement prévenu les autres parents d'élèves qui ont écrit au directeur de l'école le soir même. Le lendemain, il est allé voir l'enseignant qui lui a alors expliqué ce qui s'était passé. Yannick Ekel regrette d'ailleurs que l'établissement n'ait pas contacté et prévenu directement les parents de sa propre initiative, mais qu'il ait fallu que ce soit les parents eux-mêmes qui provoquent ces explications. Pour autant, on lui a donné quelques éléments de compréhension. L'interface sécurisée a été désactivée sur la tablette. Ouais. Et de surcroît, il y a un boîtier qui gère chaque école, un boîtier qui gère Internet et qui
les protège des sites. Ouais. Et ce boîtier-là était trop vieux et donc du coup il fonctionnait plus correctement. Mais il est certain qu'un adulte, en tout cas, utilise des tablettes pour être des sites porno. À savoir que pour désactiver le pare-feu, il faut un identifiant et un mot de passe qui est fourni par la mairie. Donc ça ne pourrait pas être les enfants eux-mêmes, par inadvertance ou par défi ou par jeu, peu importe. De son côté, la ville a assuré qu'elle allait vérifier, voire changer tous les boîtiers pare-feu des écoles de la commune, mais sans pouvoir garantir aux parents que cela ne se reproduirait plus. Une enquête administrative est en cours. On en vient à cette intrusion dans un lycée d'Angoulême ce matin. Des élèves confinés et 2 personnes blessées. Oui, selon la Charente Libre, 2 jeunes se sont introduits dans l'établissement aux environs de 10 heures. Ils n'étaient pas armés, contrairement à ce qui a été relayé dans un premier temps. Ils ont lancé plusieurs bombes lacrymogènes au premier étage, notamment dans les toilettes où se trouvait un lycéen qui était manifestement particulièrement ciblé. Dans leur fuite, ils ont donné un coup de poing à une professeure d'EPS qui tentait de s'interposer. Le lycéen victime de l'agression a dû également être pris en charge, particulièrement incommodé par les gaz lacrymogènes. Dans la foulée, tous les élèves ont été confinés, mais ils ont pu sortir de leur classe aux alentours de midi. Des équipes médicales ont été dépêchées sur place. Une cellule psychologique a été ouverte et les cours ont finalement repris normalement cet après-midi après la levée de doute des forces de l'ordre. Une violence qui n'est pas sans rappeler celle de la terrible agression qui s'est déroulée vendredi 12 janvier dans un lycée à Reims. Un enseignant et un assistant d'éducation ont été agressés et blessés par des élèves au sein même de leur établissement. Tout est parti d'une dispute entre 2 adolescents qu'ils ont voulu séparer et immédiatement ils ont été pris à partie par d'autres jeunes qui leur donnent des coups, provoquant 9 jours d'interruption temporaire de travail pour l'enseignant et 8 jours pour l'assistant d'éducation. Je vous propose de regarder un court extrait de ce qui s'est passé. Et en direct avec nous pour réagir sur ces nouvelles attaques contre le corps enseignant, Christophe Auvray, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes démunis? Écoutez, franchement, 2 jours après l'agression des collègues, je suis toujours choqué quand je revois les images. Ça fait 35 ans que je suis dans l'éducation nationale. Vous imaginez bien que des bagarres entre les élèves, j'en ai eu à gérer quelques-unes. Mais généralement, lorsqu'un adulte intervient, il y a une sorte de déclic chez les élèves qui les font revenir à la raison et ça se calme plus ou moins rapidement. Et souvent, on a également 2 ou 3 camarades qui s'en mêlent également pour séparer tout le monde. Mais là, franchement, on reste abasourdi par la violence des images. Les collègues qui essaient d'intervenir se font littéralement rouer de coups. On a un collègue qui a quand même 9 jours d'ITT, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça dit de l'école d'aujourd'hui pour vous? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que ça dit de l'école d'aujourd'hui selon vous? Écoutez, c'est un révélateur d'une société qui, à mon sens, manque d'idéal, manque de projet. Alors j'allais dire, sauf apparemment dans quelques établissements privés élitistes parisiens. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse pour régler ces problèmes? On nous annonce un grand plan de réarmement civique. Déjà le terme réarmement, c'est quand même un peu osé quand même comme terme, non? Je ne sais pas ce qu'on en pense par ailleurs, mais pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'on doit trouver des solutions pour que nos jeunes soient plus fiers de leur pays. Clairement, j'aurais préféré des mesures pour qu'ils se sentent plus reconnus, plus écoutés, des mesures qui redonnent envie à tous ces jeunes finalement de grandir. Franchement, l'uniforme, la Marseillaise, le SNU, ça fait quand même un peu rance tout ça. Hein. Oui, mais comment mieux protéger finalement la communauté éducative? Parce qu'on voit bien que là, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont changé finalement un petit peu de façon de voir le respect à l'école. En quelques mots. Oui, je crois que la situation qu'on a vue, elle est dramatique. On a le sentiment dans les images que l'on voit que l'agression devient une attraction pour les autres élèves. Hein, certains sont en train de filmer, d'autres crient pour encourager, il y en a même qui rigolent, alors qu'on a un collègue à terre qui se fait tabasser. Donc franchement, ces images sont insupportables. Les réponses qui sont apportées nous paraissent être hors sol. Il me semble que le véritable problème de notre école aujourd'hui, c'est qu'on a organisé depuis 30 ou 40 ans une véritable séparation scolaire. On met les jeunes
des beaux quartiers dans certains lycées, on met les autres jeunes, les jeunes des quartiers populaires, dans d'autres lycées. Et on n'a plus aucune mixité sociale que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune dans les années 80. Cette mixité qui permettait de créer un sentiment d'appartenance collective. Pas forcément d'appartenance collective à la même nation, d'appartenance collective avant tout et d'abord à une même jeunesse. Christophe Auvray, merci beaucoup. On parlera de mixité sociale sur ce plateau très prochainement ensemble avec joie. Vous êtes l'invité du Grand JT quand vous le souhaitez pour agir sur ce débat. Un petit mot de fin. Merci d'avoir été avec nous. Oui, effectivement, à savoir que dans cette affaire, 3 mineurs ont été déférés au parquet. Ils seront jugés en mars, poursuivis pour violence volontaire aggravée. Merci beaucoup Loïc, merci. Un affaiblissement de l'assimilation par les élèves d'une culture scolaire, géographique et historique. Ce sont les mots politiquement corrects pour décrire les résultats de la dernière enquête OpinionWay menée sur les jeunes de 16 à 24 ans. En d'autres termes, eh bien, un gros tiers n'aurait jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. 18% d'entre eux n'auraient pas entendu parler de la Shoah. Alors, est-ce que le niveau des élèves en histoire est historiquement bas ou est-ce une fausse idée? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Cécile Duneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure agrégée d'histoire dans un lycée général de l'Essonne. Vous enseignez à des premières et à des terminales générales. Vous êtes membre aussi d'un collectif qui s'appelle les Clionautes. Exact, une association de professeurs d'histoire-géographie de toute la France et d'outre-mer également. Donc, je fais partie du bureau. Merci d'être avec nous. On a aussi Claude Lelièvre, qui est en Skype avec nous, historien de l'éducation. Bonjour Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, les lycéens français ne connaissent pas l'histoire ou ne connaîtraient pas l'histoire. C'est le constat mis en avant par une étude OpinionWay. Alors, ma question est très simple. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de ça. C'est presque devenu un marronnier. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un phénomène nouveau, Claude Lelièvre ? Non, mais ça, c'est un marronnier qui date de très longtemps et qui, au fond, est l'envers de l'intérêt que les Français portent à l'histoire. Jamais, par exemple, on ne va poser le problème pour la géographie ou pour les sciences expérimentales, bien à tort d'ailleurs, mais comme le disait un Anglais célèbre, une des grandes passions des Français, c'est l'histoire. Alors c'est quand même paradoxal que si on dit qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne la connaissent peut-être pas parfaitement, pas au niveau où on le voudrait quand on est passionné, mais c'est une blague historique de dire que les Français ne s'intéressent pas à l'histoire, puisque précisément c'est l'un des pays où on s'y intéresse le plus. Même des présidents, quelquefois, interviennent, ce qui est impensable dans d'autres pays, sur cette question. Alors évidemment, on est tous passionnés d'histoire, c'est vrai, on se pose cette question toujours, se dire est-ce que c'est un marronnier ou pas, vous le dites vous-même, ça revient à chaque fois, j'ai revérifié sur tous les articles, effectivement, chaque année, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça revient. Cependant, peut-être que se joue l'âge, vraiment, car là, ce sondage, c'est un sondage auprès des plus jeunes, des 16-25 ans, et c'est vrai que, quand même, un tiers des répondants ne sait pas vraiment ce que veut dire la Shoah, moins d'un sur 3 sait que le droit de vote a été accordé aux femmes en 1944. Et puis, par exemple, la chute du mur de Berlin, ils ne savent pas la dater. Enfin, il y a quand même une réalité. Alors, que dire de cela, Cécile Duneau? Alors, que dire de cela? D'abord, je dirais que je rejoins tout à fait les propos de Claude Lelièvre. C'est un marronnier récurrent depuis plusieurs années, avec lesquels les médias, bien sûr, s'emploient après à donner des qualificatifs comme si c'était la catastrophe nationale, alors que pas du tout. On est là pour le déconstruire, voilà. Justement. Alors, justement, déjà, première observation moi, que je peux constater, c'est que les élèves sont passionnés par l'histoire. Vraiment, c'est une minorité qui n'aime pas ça, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on n'est pas forcément passionné par toutes les disciplines, il faut le reconnaître. Et il est vrai que nous n'avons de sondage que pour cette discipline. Je serais bien curieuse de voir un sondage en mathématiques pour voir combien de Français seraient capables de résoudre une équation. Alors, on le sait, le niveau en maths n'est pas bon. On a été classé avant-dernier dans le classement PISA. Mais... On sait très bien qu'on a de grosses difficultés en maths. On a aussi des difficultés en français. Bon, mais là, le sujet du jour, c'est l'histoire. Alors, évidemment, on peut quand même s'intéresser à cette étude. Tout à fait. Alors, les 16-24 ans qui poseraient problème sur cette idée qu'ils ne connaîtraient pas les grandes dates de l'histoire. Encore une fois, attention, un sondage, c'est toujours en fait des questions qui sont posées et donc auxquelles on répond. Les questions, forcément, sont orientées dans le sens des dates. Tout à fait. Alors là, ce sont des dates effectivement bien choisies qu'on pourrait peut-être aussi qualifier d'orientées, puisque là, la date sur la Révolution française, 1789, c'est un classique. Après, effectivement, lorsque j'ai vu la date concernant la création de l'État d'Israël, effectivement, très peu de personnes ont été capables de répondre correctement à la réponse. Mais finalement, est-ce que c'est aussi
normal. Moi, je ne suis pas si étonnée que ça, parce qu'effectivement, attention, ce ne sont que des dates. Cela ne veut pas dire qu'après, les élèves ne connaissent pas des éléments scientifiques et des éléments de faits historiques. Sur les dates, c'est autre chose, je dirais, parce qu'un élève, globalement, est réfractaire à l'apprentissage des dates. Ça, c'est quelque chose qui passe difficilement pour eux. Lorsqu'on demande, lors des contrôles, de réviser les dates, ça ne passe pas. Claude Lelièvre, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les élèves sont un peu réfractaires aux dates ? Moi, ce qui me frappe, c'est la question des dates. J'ai fait une petite étude sur les dates qui sont revenues à la fin de l'école élémentaire, c'est-à-dire les dates sur lesquelles l'institution, en gros, s'est projetée. Si on prend les dates qui ont été mises en avant pour la fin de l'école élémentaire sous Bayrou en 1995, sous Darcos en 2008 ou bien sous Lang en 2002, on s'aperçoit qu'on a un total de 33 dates qui sont considérées comme foncièrement importantes. Sauf que il y a 33 dates sur les 3 programmes, mais il n'y en a que 7 qui sont communes. Ça déjà marque quelque chose, c'est-à-dire qu'il est très difficile en réalité de s'entendre sur les grandes dates historiques, puisque 3 ministres qui ne sont pas très éloignés politiquement, finalement, ont donné des dates très différentes. 16 de ces dates, d'ailleurs, ne sont données que par l'un. Alors ça, c'est une première étude qui fait réfléchir, à mon avis. Le deuxième point, c'est concernant le sondage. Bon, il y a 4 dates qui ont fait tilt, semble-t-il, parce que c'était compliqué, semble-t-il, pour les élèves. Bon, il y avait le début de la Révolution française, il y avait le vote des femmes, effectivement, il y avait la chute du mur de Berlin, et il y avait encore le moment où Hitler est arrivé au pouvoir. Eh bien, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que ils ont été confrontés à ces dates-là. 3 des 4 figuraient dans le programme qui était édicté par Xavier Darcos, et donc, compte tenu de leur âge, la plupart d'entre eux ont été soumis à ce programme. Donc, normalement, c'est vrai, ils auraient dû connaître 3 des 4. Mais moi, je serais curieux de savoir dans quelle mesure un certain nombre d'adultes qui stigmatisent ces jeunes les connaissent. Et je suis à peu près persuadé qu'il y en a encore moins que dans les statistiques. Et pourtant, vous nous dites que nous intéressons beaucoup à l'histoire, notamment nous, Français, ou en tout cas en France. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, c'est plus la problématique des dates pour à la fois les adultes comme les élèves, les enfants, ou est-ce que c'est autre chose qui puisse expliquer la situation ? Mais moi, je considère que je suis même surpris, d'une certaine manière, des connaissances qu'ils ont en ce qui concerne ces dates-là, puisque je suis persuadé que, contrairement à ce qu'on dit, ces jeunes-là connaissent, à mon avis, mieux ces dates-là, que les adultes qui les stigmatisent. Moi, je voudrais qu'il y ait un sondage là-dessus, parce que je suis persuadé, j'ai fait un petit test autour de mon entourage, ce sont des gens cultivés, eh bien, la statistique était inférieure. Donc, ne disons pas que c'est une question d'âge, ça c'est une blague, à mon avis, une nouveau historique. En ce qui concerne la question des dates, moi je pense que ce qui compte avant tout, c'est de se situer dans le temps, d'avoir des ordres de succession, parce que ça c'est grave si on inverse les ordres de succession, mais se fixer, par exemple on dit la date de commencement de la Révolution française, mais on peut en avoir plusieurs, d'ailleurs il y en a plusieurs, il y a 14 juillet, prise de la Bastille, il y a le 26 août, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a 92, proclamation de la République. Qu'est-ce qui est le début ? Si on prend la même chose en ce qui concerne la date concernant le droit de vote, est-ce que c'est 1944 où ça a été décidé, ou 1945 où ça a eu lieu la première fois au niveau des municipales ? Tout ça est bien plus compliqué. On a une fixation, surtout dans certains milieux, sur les dates précises, alors qu'en réalité, c'est bien autre chose qui compte. Voilà. Mais si je vous suis et que je suis le sondage OpinionWay, quand même, ça veut dire que non seulement il y a un problème chez les élèves qui ne connaîtraient pas forcément bien leur date, mais chez les parents encore plus. Alors ça veut dire quoi pour les générations à venir ? Ça veut dire que si parents, grands-parents et enfants ne connaissent pas leur date, on peut imaginer que les prochaines générations, Cécilio, ne connaîtront pas les dates et finalement ça n'a pas autant d'importance que ça ?
Non, non. Bon, certes, les dates ont une certaine importance parce que ce sont certes des repères, mais on ne peut pas non plus réduire une période historique à des dates. Les événements ont des sens parfois très profonds que d'ailleurs ils ont retenu. Ils savent globalement durant la Seconde Guerre mondiale ce qui s'est passé sans pour autant connaître effectivement des dates extrêmement précises. Je pense à la rafle du Veldiv. Mais voilà, ils sont... Alors la rafle du Veldiv, pardon, je vous interromps, mais que je rebondis, justement. Ils ne savent même pas ce qu'est la rafle du Veldiv pour la plupart. Ceux qui ont été interrogés, alors il y a eu beaucoup de vidéos TikTok, donc c'est à voir, toujours à prendre avec mesure. Mais enfin, il semblerait qu'aussi pas mal d'élèves ne connaissent pas l'histoire, les faits tels qu'ils sont relatés. Alors, je vais peut-être faire une remarque très provocante, mais peut-on réduire la Seconde Guerre mondiale et la Shoah à la seule rafle du Veldiv? Ah non, mais c'est aussi. C'est pas du tout ce que je dis. Oui. Je dis juste que je parle d'un fait historique précisément, qui pourrait quand même être connu de la plupart des élèves. Tout à fait. Qui sortent du collège et sortent du lycée qui plus est. Oui. Et donc, en fait, la question est effectivement, premièrement, celle des dates, et deuxièmement, celle des faits. Voilà, celle des faits. Ce sont aussi alors deux choses qui sont à la fois communes, mais aussi, je pense, que l'on peut se séparer l'une de l'autre. C'est pas parce qu'un élève ne va pas retenir une date précisément qu'il ne va pas retenir les événements dans leur globalité, même si après, effectivement, les connaissances vont rester approximatives. Bon, un élève vient en classe. Il apprend des choses. Ce qu'il en retient ensuite, effectivement, est extrêmement aléatoire. Entre l'élève qui va être extrêmement intéressé, qui va retenir, ou sa mémoire va fixer ce qu'il a entendu et appris, et l'élève qui ne va rien retenir, ou alors qui ne va pas retenir dans l'immédiat, mais qui peut ensuite, par la suite d'événements, de discussions, de visites, par contre, à nouveau, se retrouver intéressé par une question qu'il avait entreaperçue et à moitié retenue durant sa scolarité, et après, finalement, s'y intéresser plus tard. Moi, j'ai eu le cas d'anciens élèves qui m'avaient recontacté des années après, justement sur la Seconde Guerre mondiale, pour me demander des livres, voir pourquoi pas les cours que j'étais en train de faire d'ailleurs, parce qu'ils avaient tout perdu et tout jeté. Parce que, à la faveur d'une rencontre, d'une visite pendant les vacances, il y avait quelque chose qui en eux s'était redéclenché et qu'ils avaient redécouvert. Donc, certes, le sondage concerne des 16-24 ans, des adolescents, des adultes en devenir. Mais il y a aussi le futur adulte qui, après, peut effectivement, à la lumière d'un événement, se replonger dans ses cours. Donc après, effectivement, 24 ans, je pense qu'aussi il y a des adultes qui redécouvrent l'histoire avec des dates dont ils n'ont pas forcément perçu l'intérêt avant. Ce qui pose la question de la pédagogie, en fait, parce que Claude Lelièvre, c'est vrai que l'enseignement de l'histoire, et c'est normal d'ailleurs, a été enseigné de manière assez différente au cours des générations, et puis aussi en fonction des professeurs, en fonction des établissements, en fonction des régions, bien entendu. Et on a vu les pédagogies très diversifiées au cours du temps. Peut-être que le côté un peu, académique de l'apprentissage de l'histoire, faudrait-il le modifier ou le changer? C'est une question. Je vais répondre à votre question, mais avant, je vais être encore plus provocateur sur l'histoire de la Shoah, parce que manifestement, les nouveaux élèves sont bien plus instruits sur la Shoah que l'étaient leurs parents, parce que ce n'était pas dans les programmes pendant des années. La Shoah n'est apparue qu'à un certain moment. Dans les années 50, dans les années 60, voire dans les années 70, il n'y avait pas de Shoah dans les manuels scolaires et dans les programmes. La question du Veldiv, c'est la question de la responsabilité des autorités françaises dans cette affaire. Pendant longtemps, quand on a commencé à aborder ce type de problème particulièrement douloureux et dramatique, qui ne nous rend pas très fiers, on ne parlait au début qu'essentiellement des Allemands et des nazis. Il a fallu longtemps pour qu'il y ait la responsabilité du pouvoir pétainiste. Alors, c'est important, effectivement, ou c'est un signe favorable qu'on connaît la date du Veldiv, parce que ça veut dire qu'on a mis en avant les interventions des autorités françaises, mais vous voyez bien que là aussi, il y a beaucoup... il faut revisiter notre propre histoire, de l'éducation, de l'histoire et la façon dont on l'interroge et on s'y intéresse. En ce qui concerne la question des dates, moi je suis très frappé par celui qui a vraiment fait beaucoup pour mettre l'histoire au premier plan, à savoir Lavis, Ernest Lavis, le grand historien Lavis qui a fait les fameux petits Lavis qui ont été au fond le modèle pour une série de manuels pendant la Troisième République, voire la Quatrième République. Eh bien, n'oublions pas qu'il disait une chose, il disait il faut enseigner l'histoire non pas par cœur, mais par le cœur. Et il n'a pas été écouté. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il y ait une recommandation, mais si tout à coup, comme ça se passait au niveau du certificat d'études, ils étaient interrogés essentiellement
sur des dates. Eh bien, on préparait aux dates, alors que normalement, l'état d'esprit aurait été enseigné par le cœur. Je l'ai dit, c'était enseigné par le cœur dans les manuels avec des images, alors d'une certaine manière très légendaire. Donc, il y avait... extrêmement compliqué cette histoire de l'histoire dans l'éducation parce que il y a des enjeux politiques, des enjeux idéologiques. Et il n'y a pas que des enjeux pédagogiques. Les enjeux pédagogiques renvoient aussi à des choix culturels ou idéologiques. Eh bien, il faudrait quand même pas transposer et prendre l'histoire comme une sorte de de test du Rorschach où on projette n'importe quoi. Donc, il faut qu'on réfléchisse nous-mêmes à la façon qu'on ait cette histoire de l'enseignement de l'histoire. Alors justement, l'enseignement de l'histoire, est-ce qu'il a évolué beaucoup? Est-ce que vous-même, en tant que professeur d'histoire, vous n'enseignez pas de la même manière qu'il y a par exemple 5 ans ou 10 ans? Alors indéniablement, oui, j'ai évolué et tout professeur d'ailleurs doit évoluer. On ne peut pas rester sur des méthodes pendant 30 ans. Les élèves évoluent, les méthodes évoluent, le matériel évolue. Les opportunités, les possibilités évoluent. Donc effectivement, moi par exemple, la Seconde Guerre mondiale, si on reprend effectivement ce thème, j'ai évolué à partir du moment où j'ai pu par exemple aller sur le terrain avec les élèves et notamment les emmener à Auschwitz grâce au programme qui est proposé par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec la région Île-de-France. Et effectivement, ça change beaucoup de choses puisque l'histoire sur le terrain, par exemple, c'était pas forcément possible. Techniquement compliqué, enfin je trouvais que c'était très compliqué au tout début de ma carrière, donc au début des années 2000 déjà. Et maintenant, oui, il y a quand même beaucoup plus d'offres et de possibilités, d'opportunités d'enseigner différemment. On l'a beaucoup dit justement, et je rebondis sur le fait qu'il était difficile d'enseigner certaines périodes de l'histoire pour beaucoup de professeurs d'histoire. On a vu évidemment le drame avec celui de Samuel Paty ou de Dominique Bernard récemment. Est-ce que vous avez par hasard ressenti ça à un moment? Je rappelle que vous êtes enseignante dans l'Essonne. Alors... oui, très clairement. Il est vrai que au cours je le daterai de 2015. Depuis 2015, il y a des questions qui sont difficiles, mais attention, pas impossibles. C'est vrai que... Est-ce que c'est un questionnement sain? Excusez-moi de vous poser cette question, mais je pense que c'est la question que peuvent se poser beaucoup de gens. Est-ce que c'est un questionnement sain? Parce que justement, comme le dit Claude Lelièvre, les enfants ont beaucoup plus accès finalement à l'histoire aujourd'hui et donc finalement se posent d'autant plus de questions et fatalement nourrissent un vrai débat en cours. Et donc ça pourrait être perçu comme ça. Ou est-ce que, au contraire, vous sentez vraiment un côté réticent, un côté communautaire, un côté religieux qui revient? Alors, il y a les deux. Très clairement, tout dépend en fait de l'événement que l'on va commenter. C'est vrai que les élèves ont plus accès à l'information, que même s'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils consultent aussi des médias informatifs sur les réseaux sociaux. Donc, il faut être un petit peu plus nuancé par rapport aux affirmations selon lesquelles ils ne s'informent pas, je pense, qu'ils s'informent différemment. Après, oui, il y a des questions extrêmement sensibles. Je vais prendre un cas concret. À partir du 7 octobre, la question du conflit israélo-palestinien, que j'étais d'ailleurs en train de traiter en classe en terminale, oui, ça a été extrêmement tendu. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des élèves en terminale qui commencent à se forger une opinion, et une opinion qui est aussi formatée par ce qu'ils entendent à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, ce qu'ils entendent dans leur famille, auprès de leurs amis. Et comme ce sont aussi des individus qui sont en train de se former et de se forger une opinion, c'est très difficile d'aller parfois à l'encontre de leurs opinions et d'aller dans le fait. Alors justement, on n'est pas dans l'opinion, on est dans le fait. Alors on est dans le fait, mais eux sont effectivement dans l'opinion, dans la croyance, avec effectivement parfois une revendication communautariste et religieuse, il ne faut pas se le cacher. C'est là où le professeur d'histoire est parfois mis à très rude épreuve, puisque lui, son rôle après est d'apporter des faits. Et de leur peut-être déconstruire aussi certaines opinions, de leur montrer aussi qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte que, oui, cette histoire de conflit israélo-palestinien, ils n'y connaissent pas grand-chose. Une réaction, Claude Lelièvre, à ce que vient de dire Cécile Dunoult? Non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Mais cela dit, il ne faudrait pas croire que c'était plus facile auparavant si on se recule à des dizaines d'années. N'oublions pas qu'il y a eu 2 grandes guerres des manuels où l'Église, dans les années 1880 et aussi une nouvelle fois dans les années 1910-1914, condamnait un certain nombre de manuels parce qu'ils étaient trop républicains ou qu'ils considéraient qu'ils étaient anticléricaux. Ça a été jusqu'à des déclarations de cardinaux et d'évêques, le groupe des cardinaux et d'évêques, disant que les parents d'élèves devaient, enfin on ne disait pas de lire les parents parce que les mères ne comptaient pas à l'époque, donc on disait les pères d'élèves devaient surveiller ce que lisaient et faisaient et disaient les enseignants du primaire
professeurs par rapport à un certain nombre de questions. Vous savez, c'était pas si simple que ça, à certains moments, de parler de Jeanne d'Arc ou de parler de Saint-Barthélemy, etc. Donc, parce qu'au fond, le problème, si on est passionné par l'histoire, c'est parce que l'histoire est aussi passionnante. Donc, c'est pas facile, c'est pas un objet inerte, c'est un objet vivant, c'est un objet qui peut être controversé. Et donc, il faut beaucoup de talent pour les enseignants, à la fois pour intéresser, passionnés, sans que cela soit des affrontements et du clivage. C'est un objet chaud, et d'une certaine manière, c'est bien que ce soit un objet chaud, mais il ne faut pas ensuite s'étonner parce que c'est un objet chaud. Il faut faire avec. Oui, faire avec sans risquer sa vie. C'est toute la problématique, évidemment. Revenons à cette idée que vous avez tous les deux, qui est de dire que les jeunes s'intéressent beaucoup à l'histoire et que, bon, certes, l'étude Opinionway montre plutôt l'inverse, ou en tout cas montre un problème de connaissance manifeste. Alors ma question, elle est, est-ce que l'accès à l'information explique ce niveau? On vient de parler des réseaux sociaux à l'instant. Est-ce que vous pensez que les générations plus jeunes, donc ils sont 45% à s'informer sur les réseaux sociaux quand ils ont entre 16 et 24 ans, est-ce que ça pourrait expliquer aussi cette éventuelle baisse de niveau? Cécile Luneau. Alors, moi, je pense qu'ils ont un rapport à l'apprentissage et à la mémorisation qui est devenu différent, effectivement, à cause d'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier. À savoir que dans la mesure où maintenant un élève a accès très rapidement à une information, on a une question en histoire, on cherche une date, vite on prend son téléphone portable, Google et nous donne la réponse. Mais on n'a pas d'accès au téléphone en classe. Ah, là, c'est là où justement, effectivement, il y a une contradiction parce qu'effectivement, beaucoup de professeurs en fait utilisent le téléphone portable en classe. Alors, pas au collège parce qu'effectivement, c'est censé être interdit, mais au lycée, si. Et d'ailleurs, on est encouragé à utiliser le numérique, donc il y a aussi une contradiction. D'un côté, on ne veut pas du téléphone portable pour effectivement éviter le recours aux réseaux sociaux et Internet. Mais de l'autre côté, actuellement, on équipe tous les lycéens de tablettes numériques, d'ordinateurs portables. Les manuels sont eux-mêmes dématérialisés et accessibles via une plateforme où on nécessite de se connecter à Internet. Et il est très facile. C'est une aide éducative. Voilà, c'est une aide éducative, mais en réalité, cette aide éducative, nous voyons nos adolescents, nos élèves en face de nous avec leurs ordinateurs ouverts. Et nous, on n'a pas le moyen de contrôler sur quel site ils vont, donc ils peuvent très facilement ouvrir un onglet en se connectant sur Internet et en allant chercher la réponse. Donc, à partir de là, quelle nécessité ont-ils de mémoriser des dates et des faits dans la mesure où ils savent très bien qu'ils peuvent avoir la réponse instantanément et y retourner quand ils veulent? L'enseignante Barbara Lefebvre, sur le plateau des Grandes Gueules, déplore ce mardi une prime à l'ignorance, dit-elle. Sur les réseaux sociaux, on est populaire quand on est d'une ignorance crasse. Ne rien savoir, c'est ça qui est marrant, parce qu'on n'est ni dans le monde des profs, ni celui des parents. Une réaction, Claude Lelièvre? Disons qu'on a surtout une prime quand on dit ce genre de choses, parce que moi je ne crois pas du tout à ça. Déjà, je suis têtu, il n'y a aucune preuve qu'il y a une baisse de niveau en ce qui concerne les dates précitées par rapport à des adultes. Alors déjà, donc il faudrait quand même savoir si c'est un effet de génération ou pas. Comme on n'a pas fait l'étude, on ne peut pas le dire. Deuxièmement, et je suis très sceptique sur cette affaire, en ce qui concerne, disons, nos auxiliaires, moi, on ne va pas faire comme si on ne fait pas ça. Moi, ça m'arrive dans des dîners d'être avec des amis et tout à coup, on a une petite controverse et ça nous arrive maintenant, ça ne nous arrivait pas auparavant, à consulter tout de suite Wikipédia pour savoir au moins ce qu'il dit. Alors ensuite, on peut discuter sur le fait que Wikipédia doit dire la bonne information, tout ça, mais on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est absurde. C'est une aide. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une aide, en fait, à pouvoir... Il ne faut pas utiliser ce qu'on utilise nous-mêmes. Simplement, il faut le faire de façon maîtrisée et contribuer à ça et non pas le nier. Voilà. Alors ça... la dénommée Lefebvre, c'est son job de faire ça, mais disons que ça n'a aucun intérêt. Je vais finir avec une note positive, parce qu'il nous reste 30 secondes. Quand on voit les influenceurs passionnés d'histoire, comme Nota Bene, par exemple, est-ce que vous le connaissez? Oui, tout à fait. Voilà. Ou par exemple Yann Toucourt, est-ce que vous le connaissez, Claude Lelièvre, aussi professeur d'histoire émérite, qui a 140 000 followers et qui raconte l'histoire autrement. Quand on voit tous ces férus d'histoire, justement, qui partagent leur passion et leur envie, c'est quand même très positif, non, pour l'avenir? Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, nos élèves sont d'ailleurs très intéressés par ces chaînes et ces vidéos. Ce matin, d'ailleurs, mes élèves m'ont encore demandé de mettre, si possible, une petite vidéo qui résume et qui accompagne mon cours, qui vient de ces cyberprofs. On n'avait jamais imaginé que 2 millions d'élèves suivraient un professeur, enfin un passionné d'histoire, parce qu'il n'est pas professeur, un passionné d'histoire comme Nota Bene. Claude Lelièvre, une réaction?
Ah ben, je trouve ça magnifique. Ça ne m'étonne pas et je trouve ça magnifique. Merci mille fois d'avoir été tous les deux avec moi sur ce grand JT et de partager eh bien, votre passion pour l'histoire, une passion qui est commune. Merci mille fois. Merci mille fois. On marque une courte pause sur le grand JT et on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, on estime à 700 000 le nombre de personnes vivant avec un trouble du spectre autistique en France, dont 100 000 jeunes qui ont moins de 20 ans. Parmi eux, 20% seulement sont scolarisés dans de bonnes conditions. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir par Skype Alexandre Wimet-Stars. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes membre du conseil d'administration de Sur les bancs de l'école. Comment est née l'association ? En fait, l'association est née il y a plus de 10 ans quand un groupe de parents, en fait, la famille Buisson notamment, n'arrivait pas en fait à trouver des moyens pour scolariser leurs enfants de manière entre guillemets normale et aussi chercher un lieu où centraliser les soins pour les enfants autistes. Alors c'est là où est né en fait Sur les bancs de l'école. Alors c'était vraiment une initiative des parents. Et le but, en fait, c'est d'assister les familles avec des enfants ou ados autistes. Alors voilà. Et l'association aujourd'hui, on a aujourd'hui deux emplacements à Paris pour aider les enfants et les ados autistes et leurs familles. Voilà. Voilà, les enfants atteints de troubles autistiques, effectivement, la spécificité de la maison, c'est-à-dire que je pourrais dire que peut-être Sur les bancs de l'école permet aussi de rassembler tous les besoins, finalement, de ces enfants qui sont extrêmement nombreux et variés. C'est ça, en fait. Je dirais, c'est le nerf de la guerre. C'est, en fait, de centraliser les soins. Alors, mon fils James, il est dans l'asso, il est suivi par l'association depuis 4 ans. Et je vous dis, avant, en fait, on passait notre temps à courir entre les psychomotricités, la psychologue et tous les autres soins. En fait, on passe notre temps à courir de rendez-vous à rendez-vous. Et en fait, personne ne centralise ça et coordonne aussi les soins. Alors, on a la maison TED, en fait, qui est une maison qui permet de tout centraliser, où mon fils James, en fait, va et a des rendez-vous affilés. Et tout est coordonné aussi, ce qui est bien, par une psychologue centrale, qui est Laura, alors bonjour Laura, qui fait un travail remarquable, en fait, entre les thérapeutes et aussi l'AESH. Alors, l'AESH, l'association aussi, embauche et forme l'AESH, qui accompagne, en fait, mon fils James à l'école. Alors, en fait, c'est une approche très holistique pour aider les enfants autistes et franchement, on voit les résultats avec mon fils. Et oui, bien sûr, parce que on le sait, il y a un très très gros problème par rapport aux AESH qui ont souvent des situations extrêmement pénibles, de travail très compliqué, des salaires très bas et surtout elles ne sont pas assez nombreuses pour le nombre d'enfants qui ont besoin d'elles. Je dis nombreuses parce que ce sont souvent des femmes. Et donc vous avez réussi à faire appel à des AESH au sein de Sur les bancs de l'école et donc de la maison de TED qui fait partie, c'est un concept au sein même de l'organisation. Comment vous avez fait pour les recruter ? Il y a aussi la Autism Friendly Academy pour les plus vieux, mais voilà, mon fils est scolarisé à la maison de TED. Oui. Comment vous avez fait pour justement recruter et trouver ces AESH et qu'elles puissent accompagner ces enfants ? Déjà, l'association, on embauche les AESH. On paye un petit supplément aussi aux AESH, alors ça leur permet aussi d'avoir un salaire un peu plus conséquent quand même. Et aussi, on les forme. Alors, il y a souvent des gens, les AESH qu'on a, c'est des gens passionnés. Par exemple, l'AESH de mon fils, Viola, fait un travail phénoménal. Elle se forme régulièrement. Alors, c'est aussi pour les gens qui veulent faire ça comme métier. On va dire, on attire aussi beaucoup de profils via notre site web et via notre processus de recrutement. Alors, on va dire, on recrute aussi via des sites web et des sites de recrutement professionnels, mais on va dire, on a aussi un bon gisement d'AESH. Alors, ça, c'est important aussi d'avoir des gens de qualité parce que il y a des gens, on a des histoires de personnes en dehors de l'association où c'est très compliqué de retenir une AESH et des fois, c'est pas simple.
Voilà. Bien sûr. Pour tous ceux qui n'ont pas, évidemment, été sensibilisés aux troubles autistiques, il faut quand même savoir que tous ces psychologues, orthophonistes, psychomotriciens et autres pédopsychiatres, ça représente un coût énorme pour les familles. Est-ce que vous les aidez aussi au sein sur les bancs de l'école ou de la maison de TED ou alors de l'Autism Friendly Academy dont vous venez de parler, sur ce plan? Aide financière Disons de gratuité en fait des soins ou de l'apport effectivement. Voilà. Ok, on va dire que les parents payent en fait tous les mois une cotisation, mais la cotisation elle est assez faible en fait. Alors on fait beaucoup de travail de levée de fonds au sein de l'association. On fait par exemple la course d'héros. On fait aussi, on peut aussi récupérer la taxe d'apprentissage, ce qui est quand même nous permet de lever plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans, ce qui nous permet d'opérer et de ne pas non plus répercuter tous ces coûts sur les familles parce que c'est un coût lourd pour l'association. Alors, c'est pour ça que nous, en fait, on vit sur les dons, en fait. On vit sur les dons. Alors, c'est comme ça que si on devait tout répercuter les coûts sur les familles, ça coûterait quand même assez cher, quoi. Bien sûr. Et certaines familles ne pourraient pas accéder aux soins. Vous m'avez parlé de l'Autism Friendly Academy. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ce qu'on y trouve, en fait, c'est un endroit où on va dire les ados de 12 à 20 ans, des autistes, peuvent en fait, c'est un endroit, quand les enfants sont déscolarisés ou on a discuté dans les établissements, on va dire, standards, l'Autism Friendly Academy, en fait, les forme à un métier et les aide, en fait, à intégrer, d'avoir un travail et intégrer la société. Et c'est pas seulement, c'est différentes formations, par exemple, l'informatique, ou le classement, ou par exemple des stages dans des boulangeries. On les aide en fait à intégrer un parcours professionnel et intégrer la société. Et ça leur apprend aussi à vivre dans la société au niveau des coutumes sociétales. Alors ça aussi, on les apprend aussi à vivre au sein de la société. Alors on fait un rôle très important en intégration en fait. Ça les évite de passer leur temps dans les hôpitaux de jour plus tard ou d'être inactifs, voilà. Qui peut aussi avoir des répercussions sur leur santé mentale. Eh bien, on l'a compris, vous vivez sur les dons. Donc, si vous voulez faire un don, il faut aller sur le site de l'association sur les bancs de l'école. Et vous pourrez aider à la fois tous ces enfants qui en ont fortement besoin, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour ces enfants. Et ils sont nombreux. On parlait des auxiliaires de vie, enfin qu'on appelle AESH maintenant, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, mais aussi toutes les autres personnes et les familles qui en ont largement besoin. Merci beaucoup, Alexandre Ouimet-Storrs, d'avoir été avec nous sur ce plateau du Grand JT. Merci. Et sache que les dons sont importants et nous, on doit en fait décliner de nombreuses demandes de familles par faute de moyens. Alors, les dons sont vraiment très importants si on veut aussi faire progresser l'association et d'ouvrir d'autres maisons en France. Voilà, c'est mon petit message. Merci. À bon entendeur. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Au revoir. Au revoir. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous voulez nous expliquer aujourd'hui pourquoi les enseignants voient de plus en plus d'élèves arriver en cours, comme vous, habillés avec un maillot de foot. Exactement, un maillot de l'OGC Nice, dont je suis forcément supporter vu que je suis né à Antibes, donc big up à eux. Mais oui, big up à Nice, big up surtout à la ville de Nice. Évidemment, et à Antibes, bien sûr. Non, parce qu'en fait, je discutais avec une prof il y a quelques jours de ça et elle me disait, mais c'est pas possible. Autant il y a quelques années, on avait l'habitude que de jeunes garçons, de jeunes hommes viennent en maillot de foot à l'école, ça choquait pas, mais de plus en plus, il y a des jeunes filles qui mettent des maillots et qui les accessoirisent un petit peu avec des jeans rétro, des jolies chemises, des petites vestes, des chaussures de ville ou des baskets un peu vintage, etc. Elle disait, c'est quand même incroyable cette tendance. Et oui, en fait, c'est ça, c'est une tendance. Ça a même un nom, ça s'appelle le bloc corps. Et sur les réseaux sociaux, il y a des centaines d'influenceurs et d'influenceuses qui proposent des vidéos pour assortir comme ça des maillots de foot avec des vêtements un petit peu plus classe. Ils ont l'air un peu plus anciens, ces maillots, non? Oui, oui. Franchement, c'est ça. Et ce qui révèle aussi que quelque chose de, je sais pas, de la conscience écologique éventuelle. Oui. Allez, soyons fous.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment un parti pris de cette tendance. On ne jette plus, on recycle. On ne va plus acheter de nouveaux vêtements. On va dans les friperies, on va dans son grenier, on va dans la penderie de son grand frère, de son père, même pourquoi pas. Et on récupère comme ça des vieux maillots. Alors le mien, c'est saison 2017-2018, mais effectivement, on a des plus anciens des années 80-90. D'ailleurs, en France, c'est souvent des maillots de foot, mais aux États-Unis, cette tendance, c'est aussi avec des maillots de basket, des maillots de hockey, des maillots de football américain, de baseball également. Et effectivement, ostensiblement, il y a cette philosophie dans la tendance du bloc corps, c'est la seconde main, la tendance et la conscience qu'on doit protéger la planète en évitant de jeter des vêtements qui peuvent parfaitement encore servir quand on les accessoirise, on les customise un petit peu. Alors pardon, mais pourquoi vous nous en parlez aujourd'hui alors que ça commence à 2 ans? Oui, c'est vrai que ça a commencé... Et que School TV a 2 ans. Oui, c'est vrai. En fait, elle est vraiment devenue virale sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines parce que certains équipementiers ont ressorti des vieux maillots, des vieilles éditions de maillots. Donc, ça a renforcé l'envie des fashionistas de renforcer un petit peu ces tenues hybrides au quotidien. Mais si on revient aux sources, effectivement, vous avez raison. Elle a été lancée un petit peu par hasard en décembre 2021 par un jeune homme qui s'appelle Brandon Huntley. C'est lui là sur la photo. C'est un jeune Américain qui était fan de foot et qui s'habillait tout le temps avec les maillots de ses équipes préférées. Et du coup, tous ses amis se moquaient de lui en lui disant qu'il ressemblait à un bloc. B-L-O-C-K-E. C'est de l'argot britannique qui désigne en fait le supporter typique. Celui qui a toujours le maillot de son équipe préférée, une pinte de bière à la main bien évidemment, et qui va au match. Donc, il a pris un petit peu ses moqueries au pied de la lettre et il a posté ses looks sur TikTok régulièrement. Et en fait, ces vidéos sont devenues virales. Et il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui ont été inspirés et qui inspirent donc aujourd'hui évidemment nos ados. Et alors, quand vous avez Kim Kardashian en 2023 qui s'y met aussi avec notamment ce maillot de l'AS Roma que vous voyez là, vous imaginez combien ça peut devenir viral. Bah oui, c'est chic, c'est vrai. Alors avant ça, c'est un style qui a tellement ironique. Pas du tout. C'est un style qui a largement été popularisé par des artistes britanniques quand même. Hein. Oui, parce que vous savez que là-bas, on plaisante pas avec le foot. Là-bas, c'est vraiment une religion et les supporters sont très, très fervents et ils s'habillent au quotidien, souvent, avec les maillots de leur club préféré. Et depuis les années 70, c'est vrai que les artistes britanniques, sur scène, portaient ces maillots-là. Alors, ce fut le cas, par exemple, de Mick Jagger. Ah, bah voilà, bah là, vous allez me parler. Non, mais là, fan d'Arsenal, voilà, et souvent, il portait effectivement les maillots. Bon, bah d'accord, alors je porterai un maillot, voilà, alors, bah voilà. Les frères Noël et Liam Gallagher d'Oasis, qui eux sont des fous de Manchester City. Vous avez aussi le groupe Blur, qui est fan de Chelsea, qui portait régulièrement des maillots sur scène. Plus récemment, vous avez Ed Sheeran, qui a enfilé le maillot de l'équipe nationale de Belgique quand il était en concert à Bruxelles. Bon, là, c'est évidemment pour faire plaisir au public. En France, vous avez Big Flo et Oli qui sont toulousains et qui portent des maillots du TFC quand ils sont en concert. Vous avez DJ Snake qui est fan du PSG et qui, pareil, porte les uniformes quand ils performent. Donc voilà, eux aussi, en fait, ce sont un peu des influenceurs bloc-corps. D'accord, sauf que eux, ils sont pas à l'école, ils sont sur scène. Voilà, c'est ça. Alors donc ça peut poser un petit problème à l'école, non? Ça pose un problème parce que, effectivement, les directeurs d'établissement aiment assez peu que les enfants ou les ados viennent avec des maillots de foot. D'abord, pour des raisons de tenue correcte exigées. C'est pas partout, mais ça dépend un petit peu de la sensibilité, je dirais, de l'école et de son directeur, mais aussi parce que ça peut créer des conflits, en fait, dans la cour. Imaginez, vous êtes à Paris et vous arrivez avec un maillot de l'OM. Imaginez, vous êtes à Saint-Étienne et vous arrivez avec un maillot de Lyon. Ou alors, vous êtes à Lille et vous arrivez avec un maillot de Lens. Il peut y avoir des frictions dans la cour liées en fait aux rivalités entre clubs. Et ça, les directeurs d'établissement essayent évidemment de l'éviter. Donc il y a une tolérance en primaire, parce que quand on a entre 5 et 9 ans, c'est plus parce que c'est sympa, ils sont contents, etc. Mais dès le collège, les équipes éducatives sont très très vigilantes. Et il y a, bon, c'est vrai, il y a des exceptions pour les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, quand c'est des maillots de l'équipe nationale, mais ils sont très vigilants. Et voilà en tout cas pourquoi, en tant que prof ou parent, vous avez vu depuis quelque temps ou vous allez voir bientôt débarquer des jeunes hommes et des jeunes femmes avec des maillots de foot de tout type et de toutes origines, un petit peu accessoirisés. Voilà, les grondez pas, c'est du bloc-corps. Bon, avec l'expérimentation de l'uniforme, de toute façon, à l'école, on ne verra plus les maillots de foot. Merci beaucoup, Loïc, merci. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Et cette semaine, son invité est le chanteur et ancien candidat de la Starac, Mario Baravecchia. Il arrive comment, ce casting ? Ben, il arrive, je rentre chez moi,
j'allume la télé et puis je vois une pub. Une pub qui m'a fait penser à la série Fame. Ouais. Et une nouvelle émission de télé. C'est vrai que ça ressemblait à ça. Non, mais le spot, c'était vraiment Fame. Oui, je suis d'accord. Hein, et je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est génial. Il y avait un numéro de téléphone. Et je laisse un message sur le répondeur, en n'y croyant pas, parce que tu vois. Et puis ce qui est dingue pour toi, c'est que c'était tout nouveau, tu n'avais aucune idée de ce qui allait t'attendre. Exactement. Et on me rappelle très rapidement, on me demande une vidéo où je chante, et j'envoie à l'époque, t'as pas connu parce que t'es très très jeune, une cassette VHS. Si, j'ai connu. Bah, je t'ai regardé, moi, surtout. Et donc, t'avais quel âge à cette époque? La première Starac, ouais. Je crois que je suis au collège, je dois être en 3e. Incroyable. Non, mais c'est dingue parce que c'était révolutionnaire, en fait. Ouais, ouais. Toi, tu pouvais pas avoir conscience de ce qui Mais non, mais c'est ça qui était beau, d'ailleurs, aujourd'hui, à cette époque-là. C'est qu'on ne pouvait pas avoir conscience. Il n'y avait aucune émission pareille, similaire qui existait. On n'avait pas de réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai dit encore ce matin, on était vraiment naturel, spontané. Il n'y avait pas rien n'était écrit, quoi. Ni pour la production, d'ailleurs, et ni pour nous. Parce que pour eux aussi, c'était le premier. Et tu deviens très rapidement un personnage très fort. Il y avait Jean-Pascal, moi, Jennifer, Olivia, et effectivement, les quatre, on va assez loin. Ben, je fais la finale avec Jennifer, et c'est un moment inoubliable. Et on peut dire et qu'on a marqué vraiment le cœur des Français. Bah, tu le ressens toujours aujourd'hui. Le cœur des Français, dans la rue, aujourd'hui, on m'arrête. Et d'ailleurs, même la nouvelle génération. Toi, je suis allé à la Starac l'année dernière, leur rendre visite. On est un petit peu comme leur grand frère, comme leur grand tonton, quoi, tu vois. Et c'est super, c'est vraiment une belle expérience. Tu es encore en contact avec d'anciens candidats de la Star Academy de ton année? Oui, ben, je le disais, JP, qui est devenu un ami, Karine, Olivia, on s'est encore envoyé un petit message la semaine dernière. Et puis forcément, mon grand frère Nikos, qui a fait la photo du livre d'ailleurs. Ah, c'est Nikos qui a fait la photo du livre? Qui a fait la photo, ouais. Mais c'est génial. Ouais. Mais c'est Nikos, le tout premier Prime, on s'est reconnus. Il y a des fois dans la vie, tu regardes quelqu'un et on se reconnaît. Voilà. La même âme, quoi. Et donc, Nikos, on s'écrit souvent, on s'appelle souvent. Et quand je lui ai demandé de faire la photo, ben, voilà, comme un grand frère, il m'a dit ben, oui, quand tu veux. Et tu n'es plus en contact avec Jennifer? Non, effectivement, on s'est revus pour les 20 ans de la Starac, voilà, très rapidement. Mais malheureusement, on n'a plus trop de contact. Parce que vous étiez proches à l'intérieur, non? On était très proches. Après, vous étiez très jeune. C'était ma petite sœur. Hein. Voilà. C'est un truc qui te rend triste? Pas triste, mais on va dire nostalgique. C'est dommage de créer des liens si forts pendant autant d'années, parce que j'ai fait sa tournée, et puis on s'est revus pendant des années, hein, forcément. Et puis, de plus avoir de contact, parce que quand on aime les gens, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, si tout va bien. Et voilà, ce que je fais avec JP, par exemple, hein, on s'appelle toutes les semaines. Il est venu d'ailleurs chez moi l'été dernier, et on passe des moments super. Voilà. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu avais pris la grosse tête? Ouais, je pense. Je pense qu'après la Starac, il y a eu une période où, sans que tu te rendes compte, hein, tu as beaucoup d'argent qui arrive. Tu as Universal qui te fait un premier chèque d'avance artistique, et forcément, c'est beaucoup d'argent. Tu fais des concerts devant 10 000 personnes tous les soirs. Tu as 300 filles qui t'attendent dans l'hôtel tous les soirs. Et forcément, tu pètes un plomb. Voilà. Et comment t'as géré, toi? J'ai géré, justement, grâce à ma grand-mère et ma mère qui m'a mis quelques claques virtuelles, on va dire, qui me disaient « Oh, tu vas te calmer, n'oublie pas d'où tu viens ». Et c'est ça, c'est les piliers. Et tu viens d'où, justement, alors? Je viens d'un milieu très modeste, d'un père qui travaillait dans un restaurant et qui était criblé de dettes à l'époque, et ma mère qui était ouvrière d'usine, et mon grand-père mineur. Et qui s'est fait tout seul, et qui aujourd'hui n'est plus là, mais il avait construit une maison, il était propriétaire, grâce à lui ses enfants ont une belle vie aussi, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais j'étais gamin, j'avais 23 ans. Ça a été très rapide. Oui, j'ai peut-être pris la grosse tête pendant 6 mois, voilà. J'ai cru que j'allais être Michael Jackson et que je pouvais dépenser beaucoup d'argent tous les mois. Que je dépensais et que j'ai perdu d'ailleurs. T'as tout perdu? Bon, j'ai pas tout perdu, mais... T'avais pas mis de côté, en fait. Aujourd'hui, à 46 ans, si on me donne les mêmes sous, j'en gagnerai. Voilà. Oui, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas le... pas la même mais je ne vie. regrette rien, parce que ça m'a appris plein de choses. Et aujourd'hui, ça fait... je le dis toujours, hein, il y a eu avant la Starac et après. Et la Starac a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Mario, pour la suite de Souvenirs d'écolier.
Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Catherine Thibault, invitée donc du Grand Oral pour ce livre intitulé La langue et sous-titré La vie privée d'un organe très discret. Ça vient de sortir, c'est aux éditions L'Archipel. Catherine, on a vu l'importance de la langue chez le nourrisson, même avant la naissance. On la retrouve très vite dans une étape délicate qui va être celle de la diversification alimentaire, sujet d'ailleurs qu'affectionne Sandra Ferreira, qu'on aura tout à l'heure. Vous avez un conseil qui est de dire allez-y en douceur. C'est le mot-clé. Oui, il y a 2 mots-clés, détente et plaisir, ou plaisir et détente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut absolument que les enfants mangent du vert. Même si c'est une très belle couleur, très à la mode, c'est très difficile de manger du vert. Parce que il faut mastiquer. Et voilà pourquoi la langue va intervenir. Les enfants d'aujourd'hui, très souvent, vont malaxer plus qu'ils ne mastiquent. D'accord, donc malaxer avec la langue en somme, c'est ça La mastication, c'est un acte, d'ailleurs on sait, il y a plein de bonnes théories qui disent que si on ne veut pas trop grossir, on a intérêt à bien mastiquer. Voilà, et les enfants d'aujourd'hui, souvent ont des tics de succion renforcés par la prise du biberon tardive, peut-être ou une tétine. Et ça ne les aide pas à acquérir la praxis de mastication. Votre livre « C'est pas moi, c'est mon cerveau » est un beau mélange de vulgarisation à la fois visuelle et rédactionnelle à la portée non seulement des ados, mais aussi de leurs parents. Première question pour commencer, peut-être pour rédiger cet ouvrage, ce livre, vous avez passé des semaines en immersion en collège avec un objectif, percer les secrets de l'adolescence. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de ces élèves ? On apprend plein de choses quand en fait on discute avec les ados. La première chose, c'est que ils ont beaucoup de choses à nous dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils se questionnent, notamment de la période qu'ils traversent, parce que si on essaie de se mettre à leur place, quand on a traversé cette période de l'adolescence, finalement, on ne savait pas grand-chose de ce qu'on traversait. C'est une période complexe, parce que c'est une période dans laquelle, finalement, on ne va pas forcément très bien. Vous savez sans doute que post-Covid, on a à peu près 35 à 40% des adolescents qui ont des difficultés psychologiques. Donc c'est une situation qui est aussi complexe parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. On change physiquement déjà, et puis on change aussi psychologiquement. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas du tout de la même manière que quand on était enfant. Et on a des difficultés, par exemple, de régulation émotionnelle qu'on ne comprend pas très bien. Si vous vous rappelez de votre adolescence, tout d'un coup, on avait les larmes qui nous montaient aux yeux dans des situations dans lesquelles avant, il n'y avait pas vraiment de problème. Et je pense que c'est surtout ça qu'on a retiré finalement de cette conversation avec les ados. D'une part, qu'ils étaient très intéressés par leur cerveau. Quand on va faire des conférences auprès des ados, en fait, ils ont une soif de comprendre ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est qu'ils comprennent vraiment pas grand-chose à cette situation-là. Donc, on discutait avec eux, avec des élèves de 6e, par exemple. On nous demandait, finalement, est-ce que vous pensez être adolescent ? Alors, tous, ils disent non. C'est paradoxal, parce que la moitié d'entre eux, ou voire les 3/4, sont déjà rentrés dans la puberté, donc ils sont adolescents. Et puis, la deuxième chose, on disait, mais c'est quoi un adolescent pour vous ? Alors, un adolescent pour eux, c'est exactement les mêmes stéréotypes que les nôtres. C'est des gens qui font la gueule et qui sont tout le temps sur leur smartphone. Donc, on s'est dit, mais en fait, là, il y a peut-être quand même quelque chose à aller faire avec eux et d'essayer de leur, finalement, donner des informations, mais de leur donner des informations qui soient des informations scientifiques. C'est pas simplement l'opinion qu'on pouvait avoir sur ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent, mais réellement de partir de questionnements qui sont les leurs et d'essayer d'apporter des réponses sur la base de la littérature scientifique dans le domaine des neurosciences et de la psychologie. Robert Delors, vous avez dit que vous avez parfois des groupes qui sont assez conséquents. Vous m'avez parlé de 31 hellénistes, donc 31 élèves qui apprennent le grec, et j'en ai même oublié ma question parce que j'en suis étonné. Oui, à propos, effectivement, le disait Alix, de la baisse, on entend régulièrement une baisse concernant les effectifs. Vous me dites que c'est pas forcément évident, et dans quelle mesure le bouche à oreille fonctionne ? Non, c'est pas évident du tout en fait. Si vous voulez, le nombre d'élèves qui est volontaire pour faire des langues anciennes, il est bien supérieur au nombre d'élèves qui peut accéder à ces langues anciennes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on réduit de façon... Enfin, si vous voulez, ce nombre d'élèves hellénistes se maintient aux alentours de 500 000 depuis plus de 20 ans. Le problème, c'est qu'on ferme des groupes. Donc, parfois, vous avez 50 élèves qui veulent faire du latin et on va vous dire dans votre établissement, bien non, on va ouvrir qu'un groupe. Donc, il n'y a que 25 élèves qui vont pouvoir choisir... qui vont pouvoir faire du latin. Donc, en fait, potentiellement, on aurait beaucoup plus d'élèves qui pourraient faire du latin en France si les heures étaient accordées pour ces disciplines, ce qui n'est pas le cas. Et vous me dites du coup qu'il y a un double discours de la part de l'Éducation nationale et des rectorats ?
il n'y a pas de double discours. Ils sont pragmatiques, c'est-à-dire que on essaie de récupérer les heures pour le tronc commun. On est un peu inquiet d'ailleurs pour les dotations qui vont arriver prochainement. Mais en fait, si vous voulez, les heures de latin et de grec ne sont pas financées. Les établissements ne reçoivent pas d'enveloppe horaire pour ces enseignements. Donc les heures sont prises sur des horaires de marge avec lesquels on peut faire autre chose, quoi. Voilà, donc c'est le chef d'établissement qui choisit ensuite de la conduite à tenir dans chacun des établissements. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc avec plaisir. Le JT et la chronique. Oui. Et puis ce maillot magnifiquement arboré. Oui, ça me va bien. Oui, ça vous va bien la ville de Nice. J'ai toujours voulu être sportif de haut niveau. J'ai eu juste un problème, j'étais nul. Donc je suis content aujourd'hui. C'est bien aussi journaliste. C'est excellent d'être journaliste. Ça vous va très bien. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.